à tous. Aujourd'hui, qui remet en cause la crise climatique? Plus beaucoup de gens. Bon, il y avait bien un homme avec une mèche blonde outre-Atlantique, mais bon, on n'entend plus beaucoup parler, heureusement. Et en tout cas, le consensus scientifique est là. Et qui, maintenant, fait au quotidien des gestes, des actes pour lutter contre cette crise climatique? Beaucoup de gens. Et parmi nous, peut-être ici, tout le monde. Certains ont arrêté de prendre l'avion, d'autres ont arrêté de prendre la voiture, certains même prennent le vélo tous les matins pour aller au boulot, on les voit, en ce moment ça pique, ils ont le nez qui coule, les aisselles en fusion, c'est horrible, mais ils le font parce qu'ils savent qu'à leur échelle ça compte et que ça a un impact. D'autres sont devenus végétariens, achètent local, il y en a certains même qui ont su surpasser les traumatismes d'enfance et acheter et manger de saison, même l'hiver, donc c'est-à-dire un peu de chou de Bruxelles avec quelques navets et quelques navets sur quelques choux de Bruxelles. Enfin bon, bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est très nombreux à faire des efforts au quotidien pour essayer de minimiser notre impact. Mais si je vous disais maintenant qu'il y a un geste, une chose dans notre quotidien qui annule tous ces gestes-là, qui émet plus de CO2 que tout cela combiné. Est-ce que vous auriez une idée? Non? Eh bien, c'est ça. C'est son argent à la banque. Et en fait, l'impact est tel de notre argent à la banque qu'aujourd'hui, le premier geste écolo, c'est celui de changer de banque. Et pourtant vous n'en aviez jamais entendu parler, ou presque. Ben, on va se plonger dans ce sujet. Un chiffre pour bien comprendre cet impact, ou plutôt deux chiffres. Le premier, c'est 11 tonnes. 11 tonnes, c'est votre empreinte carbone. C'est tout le carbone émis sur une année à cause de votre consommation, de vos transports, de votre vie, quoi. 11 tonnes, c'est la moyenne d'un Français, c'est comme ça. Le deuxième chiffre, c'est 11 tonnes aussi. 11 tonnes, c'est les émissions carbone qui sont dues à 15 000 € dans une des 4 plus grandes banques françaises. Et ce chiffre, il est d'autant plus impressionnant quand on sait que les Français qui ont une épargne ont en moyenne 44 000 € en épargne. Je vous laisse faire le calcul. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces chiffres? Ils nous disent que si demain, vous arrêtez tout, si demain vous allez vivre dans une grotte dans le Vercors, là, que vous vous éclairez à la lumière du jour, que vous passez aux toilettes sèches, tout ça, et bien si vous ne fermez pas votre compte dans une de ces banques, alors cette quantité de CO2, ces 11 tonnes pour notre exemple, continueront à être émises dans votre nom. C'est beaucoup, 11 tonnes. Enfin, c'est beaucoup. Je viens de vous larguer un tonnage de CO2, encore une fois, comme vous entendez peut-être tous les jours, mais on n'a pas forcément conscience de ce que ça peut représenter. 11 tonnes, déjà, c'est le poids de 2 éléphants adultes. Donc ça devrait vous mettre sur la piste. Est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que c'est beaucoup ou pas? 11 tonnes, c'est aussi et surtout l'empreinte carbone de 4 personnes si on devait respecter les objectifs de la COP21. C'est-à-dire que juste votre argent à la banque, il grille l'empreinte de 4 personnes si on voulait rester sous l'objectif des plus 2 degrés. Croyez-moi, on veut tous rester sous l'objectif des 2 degrés. 11 tonnes, c'est aussi un aller-retour Paris-Hawaï. Paris-Hawaï, c'est l'autre bout du monde. Et c'est aussi 30 mètres carrés de banquise qui fondent chaque année au pôle à cause de cette quantité de CO2 émise. Donc, c'est dommage. Parce que d'un côté, vous faites tous ces efforts au quotidien pour essayer de limiter votre impact, le vélo, Bruxelles, tout ça. Et de l'autre, vous avez votre argent, ce pourquoi vous allez travailler toute votre vie, qui finance le monde qui va exactement à l'encontre de vos valeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que son argent à la banque pollue? C'est la première chose à comprendre. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai dit ça, la personne d'en face m'a dit « Ah oui, c'est vrai, ils envoient beaucoup de mails. » Alors, non, on ne parle pas de ça exactement ici, même si c'est vrai qu'ils doivent envoyer beaucoup trop de mails. Et qui a déjà lu les newsletters de sa banque? Je ne sais pas, en tout cas, c'est vrai, pas moi. En fait, quand on dit que son argent à la banque pollue, c'est un raccourci. La banque elle-même n'émet pas beaucoup de CO2, ou très peu en fait. C'est par exemple avec ses mails. Par contre, la banque
permet à d'autres acteurs économiques d'en émettre massivement. Elle le permet grâce à ces investissements et à ces financements, et tout ça grâce à notre argent dans cette banque. Parce que oui, premier scoop, notre argent à la banque, il n'est pas là en train de dormir et à nous attendre tranquillement dans un coffre à la Lucky Luke. Non, notre argent à la banque, il a une vie très palpitante, bien plus que la nôtre en ce moment même, et il est utilisé, et il a une vie après. Aujourd'hui, les banques, le problème, c'est pas tant qu'elles investissent ou qu'elles financent, c'est leur rôle, c'est qu'elles investissent et qu'elles financent des acteurs économiques qui polluent énormément et qui sont donc surtout liés aux énergies fossiles, c'est-à-dire le gaz, le pétrole ou le charbon. Et oui, deuxième scoop, on utilise encore beaucoup de charbon, même en 2021. Et les banques, elles n'ont pas eu le mémo en fait. Les banques, en 2018, elles ont investi directement dans les énergies fossiles 53 milliards de dollars dans ces énergies fossiles. En 2019, 63 milliards. Voilà. Donc, en fait, tant qu'on continuera à investir massivement dans ces énergies fossiles, tous nos petits gestes du quotidien, j'ai pas envie de dire qu'ils ne servent à rien, mais ils seront annulés et annihilés par l'emprunt de nos banques, qui, aujourd'hui, les 6 plus grandes banques françaises représentent 8 fois les émissions carbone de la France entière chaque année. C'est énorme. Donc ça, c'était la première chose à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on dit que son argent à la banque pollue? C'est très simple, c'est parce que la banque, grâce à cet argent, finance des acteurs qui polluent. La deuxième chose à comprendre, c'est pourquoi est-ce que c'est pas bien? Pourquoi est-ce que c'est grave de financer des acteurs économiques aujourd'hui qui polluent? Alors oui, je sais, vous allez me dire que le changement climatique, la crise climatique, vous en avez mangé comme pas possible, on vous en parle depuis des années, on vous l'a expliqué des milliers de fois, vous avez lu plein d'articles et vous savez pourquoi c'est grave. Mais est-ce que vous savez à quel point c'est grave? Parce que, pour la petite histoire, moi, il y a quelques années, j'entendais plus de degrés d'ici 2100, ok, bon, plus de degrés. Moi, j'habitais à Dijon, plus de degrés à Dijon, ça me faisait passer de 18 à 20 degrés. Très personnellement, ça m'allait très bien, très égoïstement. Et puis ensuite, au détour d'un podcast, j'entends Aurélien Barraud, un grand homme, qui parle de la variation des températures mondiales qu'il y a eu entre la dernière ère glaciaire, donc les mammouths, à aujourd'hui. À votre avis, de combien est-ce que la température moyenne mondiale a augmenté pour passer de ça, là, quand on pouvait marcher sur 1 km de glace entre la France et l'Angleterre, à maintenant? Alors moi, on m'aurait posé la question à l'époque, je disais, bon, il fait quoi? Moins 20, moins 30 là-bas, ici, plus 12, plus 15, bon, 35 degrés de variation. Non, c'est pas ça. C'est plus 5 degrés en 20 000 ans. Aujourd'hui, on parle d'une augmentation de la température mondiale de plus 4, plus 5 degrés en 300 ans. C'est énorme. Parce que on n'a jamais vu ça. On ne sait pas du tout quelles seront les conséquences d'un plus 5 degrés. En période interglaciaire, comme ça, une telle variation en si peu de temps, on n'a aucun référentiel. En tout cas sur Terre. Parce qu'il paraît qu'on peut trouver quelque chose qui pourrait ressembler à ce scénario ailleurs. Est-ce que vous vous rappelez de Vénus? Bon, alors pas celle de Botticelli, celle qui fait un peu plus peur. Vénus, c'est une planète de notre système solaire qui apparemment est à peu près comparable à la Terre, c'est-à-dire en termes de taille, en termes de distance au Soleil, tout ça. Et Vénus, apparemment, c'est le scénario si on lâchait tout le carbone que nous avons dans nos sols et dans notre puits de carbone dans l'atmosphère. Vous vous souvenez à quoi ça ressemble, Vénus? Non? Ça ressemble à ça, Vénus. C'est un peu chaud, Vénus. Je ne sais pas trop où caser ma Bourgogne natale dans Vénus. Enfin voilà, c'est la grosse problématique aujourd'hui. Et si on ne veut pas finir comme Vénus, alors il faut arrêter de libérer du carbone, enfin des gaz à effet de serre et du CO2 dans l'atmosphère. Et pour arrêter de libérer du CO2 et des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, il faut arrêter de financer ceux qui en émettent. Ça semble très logique. Mais alors, pourquoi
est-ce que les banques continuent? C'est vraiment la question qui demeure. Est-ce que c'est parce que tous les banquiers sont comme ça? Non, je pense pas. Après, ils ne sont pas tous comme ça non plus, hein, ça c'est sûr. En fait, il y a deux raisons pour lesquelles les banques continuent à financer massivement les énergies fossiles et tous les acteurs qui sont liés à ces énergies fossiles. La première, c'est que, on ne va pas se mentir, ça reste plus rentable à court terme et on ne se refait pas. La deuxième, en revanche, c'est que nos banques, aujourd'hui, elles sont un peu coincées. Elles sont coincées déjà avec leur passé. Parce qu'il faut bien comprendre que nos banques, elles ont été fondées sur ces actifs carbonés. Elles sont nées pendant les révolutions industrielles et tous leurs actifs, leurs investissements, au départ, c'était justement sur ces énergies. Mais pas de chance non plus pour nos banques, c'est qu'aujourd'hui, elles sont coincées avec leur avenir. Elles sont coincées avec leur avenir parce que nos banques, elles sont en train de se diriger vers 3 grosses crises systémiques, 3 gros murs. Le premier, c'est une crise systémique classique, à la 2008, nous ne nous attendons pas. Les deux autres, en revanche, nous intéressent beaucoup parce qu'elles sont directement liées au fait qu'elles aient des actifs carbonés. La première, c'est si nos banques continuent à financer massivement toutes ces entreprises et tous ces actifs qui émettent beaucoup de CO2. Qu'est-ce qui se passera? Eh bien, la Terre va continuer à se réchauffer, il va y avoir toutes les catastrophes naturelles qu'on peut imaginer, des millions, des centaines de millions de migrations, de personnes qui migrent. Et du coup, toutes les entreprises de tous les secteurs économiques vont être impactées. Du coup, leur chiffre d'affaires, du coup, leur capacité de remboursement, du coup, la banque, in fine, crise. La dernière crise possible, vous l'aurez deviné, c'est exactement l'inverse. C'est si d'un coup, tous les banquiers deviennent des Greta et se disent « Ok, on lâche tous les actifs carbonés ». Qu'est-ce qui va se passer? Très logique, c'est la loi de l'offre et la demande. Ces actifs vont très rapidement valoir zéro. Et toutes les banques qui ne seront pas débarrassées à temps de ces actifs vont se retrouver au bilan avec plein d'actifs irrécupérables, et donc crise. Voilà, donc c'est la situation de nos banques actuelles. Elles sont vraiment sur une ligne de crête. Mais alors, que faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut brûler les banques? Évidemment, ce n'est pas aussi simple. Aujourd'hui, en fait, ce que les banques nous permettent une chose fondamentale. C'est l'investissement et la croissance. Alors oui, c'est bon, je vous vois venir. La croissance, je le dis, ce gros mot. La croissance illimitée dans un monde limité, c'est une ineptie. La croissance, c'est ce qui nous a mis dans cette situation. Et vous savez quoi? Je pense que vous avez absolument raison. Il nous faut une décroissance globale et surtout, spécialement, dans les secteurs et les industries qui émettent beaucoup de CO2 et de gaz à effet de serre. Sauf qu'une décroissance, ça se prépare. Parce qu'une décroissance du jour au lendemain, ça serait une catastrophe. Et pour préparer cette décroissance, pour préparer cette transition, il faut réorienter les flux financiers vers d'autres secteurs pour qu'eux croissent. Et ces secteurs, c'est par exemple les énergies bas carbone, les transports bas carbone, l'isolation thermique, toutes ces choses qui nous permettront d'économiser. Alors là, je vous parle de ce qu'il faudrait faire, surtout dans les pays occidentaux. Parce que c'est simple de dire qu'il faut décroître en France, aux États-Unis, alors qu'on a déjà un niveau de vie qui est très confortable. Allez dire ça en Afrique ou en Inde. Je ne pense pas personnellement qu'ils seraient très d'accord. Et comment leur en vouloir? On ferait la même chose à leur place, je pense. Même si paradoxalement, c'est vrai que c'est eux qui vont subir de plein fouet les causes de la crise climatique en premier. Non, eux, ils vont continuer à croître pour atteindre un niveau de vie comme le nôtre ou un équivalent. Alors pour eux, l'enjeu, pour le monde, ça va être qu'ils continuent à croître, mais avec le plus petit impact possible. Sauf que là, on n'a pas vraiment notre mot à dire. Enfin, nous, non, mais notre argent, lui, il peut. On peut dire que notre argent financera l'hydraulique chez eux et pas le charbon. Et c'est là toute la puissance de la finance aujourd'hui et tout ce qu'elle peut faire. Elle est globalisée, elle est mondialisée. Et contrairement à un politique, elle peut aller intervenir et changer des choses
en Afrique, en Inde, en Chine, là où se joue l'avenir climatique de notre planète. Parce qu'en France, même si on devient de parfaits élèves, eh ben, on ne représente que 1% des émissions de CO2 du monde. Donc aujourd'hui, il y a un véritable enjeu de réorientation des flux financiers vers des secteurs économiques et vers des secteurs géographiques particuliers. Cette réorientation des flux, ça doit être le rôle de nos banques actuelles, même si elles sont sur cette petite ligne de crête. Ça doit être aussi le rôle de nouvelles banques et de nouvelles structures. Et ça doit aussi, et ça pourra un jour être aussi le rôle de la finance décentralisée qui porte de très belles promesses, mais qui aujourd'hui n'est pas encore tout à fait au point quand on voit que le Bitcoin consomme plus d'énergie que la Suisse. Si vous deviez retenir une chose de ce long monologue, c'est de prendre conscience du pouvoir que vous avez. Ne minimisez pas votre impact. Vous pouvez changer les choses. Vous pouvez changer les choses en changeant votre consommation, en changeant votre vote, en changeant vos banques, et maintenant, vous le savez, en changeant de banque aussi. Merci.